L'art de lire, c'est du bonheur. À Notre-Dame-de-Lire, justement. Eh bien, écoutez, Monsieur Gonte, merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi, merci. Et vous êtes donc journaliste, écrivain, animateur radio, télévision. Vous êtes né dans le Nord, donc justement pas loin d'Armentières, si je ne m'abuse. Oh oui, dans la banlieue de Lille, disons, dans une petite commune ouvrière, où mon père travaillait d'ailleurs dans l'usine textile. Qui faisait vivre la plupart des habitants de la commune. Et oui, vous êtes resté justement dans cette belle France. Ouais. Vous avez dû croiser Lynn Renaud, justement, qui était une de vos voisines. Non, elle est beaucoup trop âgée pour moi. Elle est trop âgée. Elle a au moins 34 ans de plus que moi, Lynn Renaud. Oh là là. C'est du hors-taxe. C'est une vieille. C'est une vieille. Et vous avez aussi quelqu'un d'autre de votre quartier, dans votre région, c'est Danny Boone. Alors Danny Boone, oui, que je n'ai pas connu, mais que j'aime beaucoup aussi. Il représente très bien ce qu'est le Nord et ce que sont surtout les nordistes. Oui, parce qu'il y a un accueil chaleureux dans le Nord. Ah, il y a quelque chose de particulier au Nord, moi, qui fait que je me sens bien là-bas. Mais enfin, je crois qu'on est tous heureux quand on retrouve ses racines, quand on est dans le pays où l'on est né. On part de sa région souvent, on avance dans la vie et on revient souvent toujours à ses racines. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement sur ce Nord de votre enfance? Ah, écoutez, moi j'ai eu une enfance heureuse dans ce Nord où, vous savez, j'habitais dans une rue pavée, bien entendu, avec des maisons alignées de part et d'autre de la chaussée. On était tous voisins. Mon père avait son petit jardin derrière la maison. Il cultivait les poireaux, les pommes de terre, les fraises. On mangeait les légumes du jardin. On était nombreux à se partager parce que j'avais 6 sœurs. Vous voyez, 6 sœurs. Moi, je suis d'une famille de 7 enfants et le seul garçon. Je suis arrivé en 6e position, donc j'avais 5 sœurs aînées et une petite sœur qui maintenant a 2 ans de moins que moi toujours, mais qui est quand même maintenant, qui a 80, elle a 88 ans, oui, puisque moi j'en ai 90. Voilà. Mais vous les faites pas? Oh, vous êtes gentil. Je les ai, mais enfin c'est vrai que j'ai de la chance à peu près d'être en forme. Alors, comment vous êtes arrivé à faire des émissions justement aussi célèbres comme Bonjour Monsieur le Maire, qui a été créé en 59, si je En 59, exactement, en novembre 59. Alors ça, c'est les hasards de la vie. Vous savez, moi, si je remonte à mes tout débuts, ma mère voulait que je sois prêtre. Parce que ma mère était très croyante, très catholique, elle allait à la messe tous les jours. Et quand elle m'a porté dans son ventre, elle espérait énormément que ce soit un garçon, parce qu'elle venait d'avoir, je vous l'ai dit, 5 filles d'affilée. Et donc, elle a dit au bon Dieu, à qui elle parlait très très couramment, hein, elle était vraiment très très proche, et elle lui a dit, si c'est un garçon que vous m'avez donné, je vous le donnerai aussi, moi, après, j'en ferai un prêtre. Et donc, j'ai été élevé dans cette idée que j'étais voué à devenir prêtre. Et puis, ça m'a passé, moi, je me suis rendu compte vers l'âge de 15-16 ans que c'était pas tout à fait ce qui me convenait. Et je me suis orienté ailleurs et j'ai fait une école de journalisme à Lille. Et je suis devenu journaliste, voilà. Et je suis entré à Europe 1, j'avais 23 ans. Et j'ai d'abord travaillé comme reporter, à tout faire, j'ai fait des flashs. Et puis en 59, voilà, on m'a dit, on va créer une émission nouvelle qui va s'appeler Bonjour Monsieur le Maire. Ce sera un reportage tous les jours sur une petite commune de France. Et on vous a choisi pour vous en occuper. Et moi j'ai dit, ah bon, mais non, vraiment, ça ne m'intéresse pas, moi. Je voulais faire du grand reportage, vous pensez. J'étais monté dans la capitale, c'était pour parcourir le monde. Et on m'a dit, ah mais on ne vous demande pas votre avis, c'est vous faites cette émission ou bien vous allez voir ailleurs. Et donc c'est contraint et forcé, contrairement à ce qu'on peut croire, que j'ai attaqué cette émission Bonjour Monsieur le Maire
Et j'ai découvert une France que je ne connaissais absolument pas, comme la Et pourtant, vous avez Français. grandi. Oui, mais pourtant, vous avez grandi quand même Je suis province, en je province, suis en en campagne. province, mais je vous ai dit, c'est une commune ouvrière dans la Oui. banlieue de Lille, donc il n'y a pas de chance. Je suis jamais allé aux champignons comme quand on est né à la Tout à campagne. fait. Je suis jamais allé à la pêche avec mon père ni à la chasse. Vous voyez, j'ai pas cet enracinement campagnard paysan qu'on peut avoir quand on est né, par exemple, à Notre-Dame-de-Lille. Tout à fait. Voilà, donc j'ai découvert vraiment la campagne et ses richesses en faisant chaque jour une commune différente. Ça a duré pendant 15 ans. 15 ans Et avec j'ai 40 000 présent- communes. À l'époque, il y avait 37 000 communes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 35 000. Mais moi, j'en ai présenté 4 000 au cours de mes 15 années d'émission Bonjour Monsieur le maire. Donc, c'est vous dire que je l'ai bien parcouru et que je la connais bien, cette France des Cette villages. France des villages, Voilà. cette commune rurale. En tout cas, quel souvenir vous a plus marqué dans toutes ces communes, tous ces voyages que vous avez faits en France? Est-ce qu'il y en a un qui a le plus marqué que d'autres ou ils sont tous identiques? Non, ils sont tous différents justement. Voilà. Ce qui fait la richesse de la France rurale, c'est cette diversité extraordinaire d'une région à une autre, mais même d'un canton à un autre, je veux dire. La France est une mosaïque de villages qui ont chacun leur identité, qui ont chacun leur particularité, qui ont chacun leur histoire, et qui ont un esprit de clocher qui fait qu'ils sont attachés à leur commune. Et moi, c'est ça qui m'a touché dans l'émission, c'est de trouver dans chaque commune des gens qui étaient amoureux de leur village, une diversité, qui voulaient y rester et qui voulaient se battre, qui étaient prêts à se battre en tout cas pour que ce village puisse vivre et qui n'hésitaient pas à donner de leur temps, à faire du bénévolat pour justement permettre à ce village de vivre de façon harmonieuse. Et ça c'est ça ma grande découverte. C'est la richesse de cette France rurale et la richesse de ses habitants. Et alors, vraiment, est-ce qu'il y a un village qui vous a marqué le plus en fait dans tout ça? Oh, vous savez, j'ai fait un livre qui est d'ailleurs présent dans ce salon, un livre qui s'appelle La France que j'aime, dans lequel j'avais sélectionné 19 sites ou villages qui m'avaient particulièrement frappé. Bon, déjà, ça fait 19, en choisir un parmi ces 19, c'est extrêmement difficile. Je suis pas sûr que le micro continue à marcher comme si, on vous entend, ça va on vous entend. Et donc, je peux pas en citer un. Il y a trop de villages qui m'intéressent, mais aucun dans lequel j'ai envie de m'y fixer. Vous voyez, je pourrais pas choisir. C'est pour ça que je reste. Quelquefois, on me dit vous chantez la vie des villages, le bonheur de vivre à la campagne, et vous habitez à Paris. Eh ben oui. Moi, je suis né en banlieue ouvrière. J'ai une formation de citadin, et je sais. Et j'adore la campagne, j'adore y aller, mais j'ai des habitudes de citadin. Et bon, à une époque comme aujourd'hui où beaucoup de citadins rêvent de revenir à la campagne, bon, je leur dis souvent, c'est bien, c'est vrai que c'est la vie à la campagne, il y a une vérité, il y a un bonheur sûrement à trouver sur place, mais c'est pas facile. C'est pas facile quand on est parce que c'est toujours le rat des villes et le rat des champs. Hein. Il y a des mentalités qui sont différentes à la ville et à la campagne. Et on est marqué par son éducation. Et donc c'est difficile souvent pour les citadins de s'accoutumer à un certain nombre de codes de la vie locale. Et réciproquement, c'est difficile quelquefois pour les gens du village d'accepter que des gens de la ville se comportent de façon qui n'est pas habituelle. Et ça demande un grand effort. Un grand effort. Alors justement, je vais vous poser une question qui est très actuelle. La province accepte le bruit du clocher, le bruit des vaches, les choses de la vie, de la nature. Oui. Et que quand quelqu'un d'une grande ville arrive en campagne, il n'est pas content parce qu'il entend le clocher. Pourtant, à Paris, il y a aussi du bruit. Mais oui. Mais c'est pas ses bruits à lui. Mais c'est pas ses bruits à lui. Chacun est bardé d'habitudes qu'il a acquises petit à petit dans le lieu où il a été élevé. Et c'est très difficile après de se défaire de ses habitudes pour en adopter d'autres. Surtout que le premier ordinateur sur Terre, c'est quand même notre cerveau.
Ben oui, alors le cerveau, vous savez, il fait des grandes choses, mais ça demande un certain temps. Oui, Oui, le cerveau, il imprime. Il imprime, il faut le travailler en même temps. Et après, il faut retravailler. Il faut retravailler. Pour le travailler et le conserver, il faut lire. Et ça, c'est très important. Justement, on va citer une ville, puisque, bonjour monsieur le maire, on va quand même dire merci à Notre-Dame de Lille, qui nous reçoit aujourd'hui. Et à son maire. Et à son maire. Parce que je sais, une des découvertes que m'a permis mon tour de France des villages, c'est l'importance du maire, le dévouement des maires, le talent des maires pour tenir bon, pour faire vivre et assurer dans leur commune une forme de bonheur. Et je tiens à saluer en particulier aujourd'hui donc le maire de Notre-Dame de Lille, Thibaut Beauté, qui est président en plus de l'Association nationale des villages fleuris. Et je salue en même temps son adjointe Pascal Billard, qui est dévouée organisatrice de ce salon. Exactement. Vous avez pris mes mots et je vous remercie beaucoup. Alors, on va passer sur une chose. Vive la vie, bonjour la France, le bonheur est dans le trait durant 24 ans. J'ai été présent 24 ans tous les matins à la même heure sur Europe 1. Ouais. 7h moins 10. Qu'est-ce qui vous en reste de ces 24 ans? Ça m'a constitué, on dit. Je me suis fait petit à petit, je me suis formé, j'ai été formaté par ces contacts quotidiens, permanents avec la France rurale. Et petit à petit, devant tous les problèmes que connaît cette France rurale, je me suis senti un peu comme un devoir d'être leur porte-parole. Et d'essayer de faire connaître, en tout cas aux auditeurs ou aux téléspectateurs, de faire connaître la réalité locale et ce qu'était vraiment la vie de cette France. On vous compare des fois à Jean-Pierre Pernaut? Ouais, Jean-Pierre Pernaut était plus jeune que moi et Jean-Pierre Pernaut se disait mon fils spirituel. Tout à fait. Bon, ce qui me flatte beaucoup, mais c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est transposer à la télévision, dans le journal de 13h, ce que je faisais à Europe 1 tous les matins. Il a adopté une formule radio qui marchait bien, oui, pour en faire une formule télévisée qui a aussi extrêmement bien marché. Très très bien marché pendant des années. Malheureusement, on lui rend hommage parce que c'était quelqu'un qui était formidable à la télé. Tout le monde le midi, c'était le petit journal, c'était la France. C'était lui aussi la voix de la France, des provinces. Tout à fait. Vous avez commencé aussi, vous avez été sollicité par Jacques Martin pour le petit rapporteur. Comment s'est passée cette rencontre et cette collaboration avec Jacques Martin? Parce que Jacques Martin, c'est aussi quelque chose. Martin, c'est un génie. C'est un génie de la télévision. Jacques Martin, je l'avais connu sur un Tour de France. À l'époque, c'était dans les années début 70. Je suivais le Tour de France pour mon émission Bonjour Monsieur le maire. Je m'arrêtais dans les villages sur le trajet de l'étape et j'interviewais les maires, et puis les maires, on les prévenait à l'avance, ils nous organisaient une réception avec les produits du pays, le petit coup de rouge ou de blanc, ils sortaient la fanfare, etc. Donc il y avait une atmosphère de fête tout au long de l'étape, animée grâce à Europe 1. Et sur ce Tour de France, Jacques Martin, lui, était dans le spectacle du podium que Europe 1 a installé dans la ville étape, tous les soirs. À l'époque, il était en première partie, il faisait un numéro d'imitateur. Et à l'époque, il imitait Luis Mariano, Georges Guettari, Jacques Brel, déjà, je me souviens. Et dans la journée, très souvent, il venait dans ma voiture, parce que ça l'amusait plus de s'arrêter avec moi dans les villages pour gagner la ville étape, que de prendre la voiture qu'on lui avait donnée. Donc il laissait le chauffeur de la voiture partir, aller avec sa voiture. Et vous partiez tous les deux sur la route. Et on a donc pendant 3 semaines, on a été comme ça, on a bu le coup partout. Et il a vu un peu aussi toute cette vie des villages, il a compris toute cette richesse qu'il y avait dans cette France des villages. Et donc quand il a eu l'idée de faire le petit rapporteur fin 1974,
il m'a téléphoné tout simplement en me disant écoute, je crée une émission qui va être un journal satirique, tout en images. Je voudrais que tu viennes faire une séquence chaque semaine pour que l'émission ne soit pas trop parisienne d'esprit et qu'il y ait un petit peu de couleur locale et provinciale dans mon émission, et que tu me trouves donc des personnages comme tu en as déjà présenté sur les ondes. Et voilà comment je suis entré le premier dimanche de janvier 1975. Je suis entré donc dans l'équipe du Petit Rapporteur. Petit Rapporteur, la première émission. Une émission qui a duré donc pas très longtemps. Elle a duré 18 mois. 18 mois, oui. Ouais. 18 mois. Quel dommage. Quel dommage, oui. Mais il se trouve que Martin a arrêté l'émission, non pas pour des problèmes de censure, comme certains prétendaient à l'époque. Simplement, Martin, on avait un peu marre. Et puis, on lui avait surtout proposé de faire un film. Et comme c'était son rêve d'être réalisateur, il avait abandonné l'émission pour entamer le tournage d'un film qui était produit par Carlo Ponti. Et puis finalement, il y a le patron de la deuxième chaîne qui est venu le voir en lui disant écoutez, si vous changez de chaîne, si vous quittez la une pour venir chez moi pour faire une émission à votre façon, je vous donnerai en plus tout l'après-midi du dimanche et vous aurez un théâtre pour vous, pour faire vos émissions. Le théâtre de l'Empire qui n'existe plus malheureusement, non, qui a été mais brûlé. Quelques grands souvenirs. Et lui donc à ce moment-là a abandonné son scénario sur lequel il travaillait pour devant la proposition mirifique financièrement que lui faisait la deuxième chaîne. Oui. Il est venu et il a lancé cette fois la lorgnette à la place des Petits Rapporteurs avec une équipe légèrement différente. Il n'y avait plus Daniel Prévost, non. Il n'y avait plus Pierre Desproges non plus dans cette nouvelle version. Et on a refait 1 an et demi. Voilà. Les dimanches ont marqué... Et lui a continué après tous les dimanches pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Jusqu'en 95. Tout à fait, parce que les dimanches ont marqué les Français, avec l'école des fans surtout aussi. C'était tellement beau. Vous pensez que des émissions comme celle-ci, elles reviendraient? Ou est-ce qu'il y en a une à la date d'aujourd'hui? Non, chaque époque a sa télévision et les téléspectateurs changent aussi. Vous avez des habitudes, des modes qui se créent. L'humour du Petit Rapporteur qui a fait rire la France entière, peut-être n'aurait pas le même succès aujourd'hui. Il y a une autre forme d'humour qui a pris sa place, qui est peut-être plus cruelle, qui est beaucoup moins bon enfant. Elle est à la fois cruelle et des fois il faut tout interdire pour ne plus dire ce qu'on... Par exemple, on parle... Il y a des sujets qui sont devenus tabous. Voilà. Il y a des sujets qu'il ne faut pas parler. En tout cas, est-ce que vous vous souvenez justement le sketch sous forme d'un reportage? Moi je vous parle avec Daniel Prévost, qui demeure en fait dans les mémoires des Français avec la vie de mon cul. Bah oui, je crois que c'est le reportage, la séquence du Petit Rapporteur qui est la plus souvent rediffusée. Tout à fait. Sur les écrans. Ben oui, c'était tout bête. Hein, c'est moi qui ai proposé l'idée de faire un reportage. C'était inattendu ou est-ce que ça s'est fait vraiment C'est parce que tous les lundis matins, vous savez, on avait une réunion de rédaction ensemble pour trouver une idée de reportage à faire pour le dimanche suivant. Et un lundi matin, je suis venu en disant tiens, il y a une idée, moi je ferais bien un reportage sur le village de mon cul. J'y étais déjà allé pour la radio, pour l'émission Bonjour Monsieur le maire, donc je proposais de faire une adaptation, un tournage cette fois, en image. Et Martin m'a dit, c'est une bonne idée, c'est marrant, mon cul, ça fait rire, ça fait toujours rire. Mais toi, t'es trop gentil, on va envoyer Daniel Prévost, parce que lui, il est plus culotté, il est plus gonflé, il va oser poser les questions, justement, qui vont faire rire. Et c'est ce qui s'est passé, et Daniel Prévost a fait un reportage, effectivement, qui a eu un succès incroyable. Aujourd'hui encore, on me parle de mon cul et aujourd'hui encore, des gens viennent à mon cul en souvenir du Petit Rapporteur pour découvrir ce village qui est d'ailleurs charmant et que je vous invite tous à aller voir. Il faut découvrir le département du Lot, c'est un joli petit village avec encore des choses, des souvenirs moyenâgeux. À mon cul, c'est un village magnifique, mais vous avez aussi d'autres villages en France avec des noms assez surprenants. Et allez les découvrir parce que justement, j'ai été à Larrey, j'ai été aussi à Maglande, j'ai été à des endroits comme ça. Et c'est un très bon souvenir et à poil. Voilà. En tout cas, on pourrait faire un envoyé spécial sur France 2 puisque vous avez participé
de 2011 à 2014 à midi en France, sur France 3 en tant que chroniqueur. C'est ma dernière participation télévisée. C'est votre dernière participation, voilà, France. Midi en France. Alors ça, c'est un petit peu le même concept, on va dire, quand c'était avec 40 degrés à l'ombre, vous vous souvenez de cette émission. C'est différent, ou est-ce que c'était dans le même principe que ce que vous avez pu vivre avec Monsieur le maire? Midi en France était moins festif que ne l'était 40 degrés à l'ombre, qui était vraiment une émission d'été, de vacances et de jeux en même temps. Tout à fait. Alors que Midi en France se voulait un peu plus proche de l'information. Oui. C'était basé essentiellement sur des reportages, sur les richesses du pays dans lequel on s'installait. Voilà. Donc, Midi en France était plus proche de Bonjour Monsieur le maire, de l'esprit de Bonjour Monsieur le maire, qui était de faire connaître la France des provinces. Ouais. Et là, dernièrement, vous avez été chevalier d'or national des mérites et officier du mérite agricole. Et là, dernièrement, il y a quelques jours, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, cette petite récompense que vous avez eue? Et on vous félicite. Ouais, c'est tout récent, effectivement. C'est tout récent. C'est vendredi soir, avant-hier, que j'ai reçu la croix de la Légion d'honneur qui m'a été épinglée sur le veston par le président de la République lui-même dans les salons du palais de l'Élysée. Et j'ai été décoré en même temps que 5 autres récipiendaires qui avaient été choisis à des titres divers. Et moi, le président a tenu à me la remettre lui-même, la médaille. Ça m'a beaucoup touché parce que il n'a pas connu le petit rapporteur, le président. Il n'était pas né à cette époque-là. Mais son père était un fervent auditeur de Bonjour Monsieur le maire, qu'il écoutait tous les matins. Son père était médecin, et tous les matins il écoutait Bonjour Monsieur le maire, et après il a aussi été un téléspectateur du petit rapporteur. Et donc il achetait tous mes bouquins, son père, et Emmanuel m'a raconté, il me l'a confirmé avant-hier, il m'a découvert dans les bouquins que son père achetait et qui étaient dans la bibliothèque de la famille, de la maison familiale. Il dévorait tous les livres, et il a découvert la France rurale un peu à travers mes livres, et non pas à travers mes émissions de radio ou de télévision. C'est très curieux comme cheminement. Et donc, il se trouve que... Donc il aimait bien ce que je faisais, il aimait bien sans doute ma sensibilité, et il se trouve qu'en 2017, quand il y a eu la campagne présidentielle, tout à fait. Il a été interviewé en même temps que tous les autres candidats pour savoir quels étaient ses goûts en matière de télévision. Et à la question « Quel est votre journaliste préféré et quel est celui que vous redoutez le plus ?», il a répondu « Je ne redoute aucun journaliste, mais il y en a un pour qui j'ai une sympathie particulière, c'est Pierre Bonte. » Voilà. Et j'ai découvert ça, moi, en 2017, dans TV Magazine. Je me suis dit « Mais comment il me connaît ?» Il n'a pas connu le petit rapporteur. Etc. Non, mais il a été versé et après, par j'ai cette su, enfance. c'est par mes livres. Il me connaissait par mes livres. Alors donc, achetez mes livres, là, aujourd'hui, parce que vous faites comme Macron. Et puis, il faut les conserver, parce que conserver les livres, comme c'est ce qu'il a fait, en fait, M. Emmanuel Macron a conservé les livres de son père pour vous découvrir quelques années plus tard. En fait, dans tout ça, vous êtes resté très attaché à la France rurale. Qu'est-ce que vous pensez de cette France rurale à la date d'aujourd'hui, puisque en fait, vous avez sorti un livre fier, Ces villages qu'on assassine. C'est mon cri d'alarme. C'est mon cri d'alarme. J'ai appelé ça Ces villages qu'on assassine. On m'a reproché d'avoir fait un titre un peu trop provocateur et violent, mais j'ai le sentiment vraiment qu'il y a un drame qui se joue, que cette France rurale. Elle a beau être de plus en plus à la mode, on en parle de plus en plus à la télévision. Moi, quand je faisais Bonjour Monsieur le maire, j'étais le seul sur une antenne nationale à parler de ce qu'était la campagne et de ce qu'étaient les paysans. Aujourd'hui, les médias s'y intéressent beaucoup plus. On sent chez les jeunes aussi un appétit de campagne, un appétit de changement de vie. Bon, mais il n'en reste pas moins quand la campagne n'a pas les moyens actuels de pouvoir de survivre. Est-ce qu'on leur donne les moyens ? Il manque une volonté vraiment affirmée du pouvoir pour lui permettre de continuer
à garder une forme de bonheur. C'est ça la campagne quand même. C'est des gens qui ont choisi de vivre dans un village. C'est des gens qui sont heureux d'y vivre, qui n'ont pas du tout envie de partir à la ville, qui veulent rester là. Et bien ils ont droit, comme tous les Français, à avoir à leur disposition les services de la République et ils ont droit à avoir des conditions de vie qui soient honorables. Voilà. Et il faut donc, bon, il y a des... C'est pas facile de trouver les solutions, mais investir dans la campagne, moi je dis que c'est investir dans l'avenir, parce qu'on ne sait pas comment va évoluer notre société, hein, avec la crise climatique, avec plein de choses. Avec la campagne, c'est peut-être une réserve formidable. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez justement de la vie actuelle, justement, on parle des villages qui sont ce côté assassinés, et aussi des grandes villes. Que pensez-vous justement de la vie actuelle ? Est-ce qu'on est en train de régresser ? Est-ce qu'il y a un changement et c'est une guerre qui va passer et qu'on ira beaucoup mieux après ? Qu'est-ce que vous pensez de ce passage ? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Vous savez, c'est très difficile de prédire ce que sera l'évolution. Est-ce qu'on ira de plus en plus vers un transfert de population vers le rural ? Est-ce qu'au contraire, il y aura un reflux de ceux qui ont fait une tentative mais qui n'ont pas réussi à s'intégrer et à s'installer dans un village? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il faut faire un pari actuellement. Il faut faire un pari. Il faut se dire voilà, la France, c'est des métropoles, des villes, c'est aussi des villages qui constituent une de ses richesses. Et il faut préserver tout ce patrimoine. Patrimoine matériel, bien entendu, les monuments, il faut les garder, mais c'est pas seulement ça. Non. Le vrai patrimoine, c'est un patrimoine humain. Il faut permettre aux gens, aux ruraux, de continuer à vivre et à entretenir tout ce paysage, quand même, qui serait transformé en un immense musée s'il n'y avait plus les paysans, s'il n'y avait plus les ruraux pour l'animer. En tout cas, avec vos mots, vous avez bien dit, le savoir-faire, c'est bien, et le faire savoir, c'est encore mieux quand on sait le dire et le faire, et ça, vous savez le dire. Justement, vous avez écrit aussi « Je vous salue, Marianne ». Respectons notre Marianne aussi. Magnifique livre. Pourquoi ce livre parce que je suis tombé amoureux de Marianne, qui est l'emblème de la République. Oui. Comme vous savez, quand je faisais l'émission Bonjour Monsieur le maire, il y avait un buste de Marianne dans chaque mairie. Et donc, et qui était souvent très différent d'une commune à l'autre. J'ai essayé de comprendre un peu pourquoi il y avait cette diversité de bustes. Et puis je me suis attaché à l'histoire de Marianne, qui est celle de la République. Et c'était une histoire passionnante, parce qu'il ne faut pas oublier que cette devise républicaine de liberté, égalité et fraternité, elle a été obtenue à la suite de combats qui ont été souvent héroïques de la part de gens qui, justement, voulaient apporter un souffle de liberté sur la France. Eh bien, il ne faut pas oublier toute cette période, parce que la liberté, ça reste un combat, et ça reste quelque chose dont il faut prendre conscience que c'est quelque chose de fragile. Tout à fait, et en plus, il faut comprendre les paroles de l'hymne de Marianne que tout le monde chante justement à cette révolution, on va dire, et il faut vraiment garder cet espoir de garder notre République et, voilà. Et notre Marianne. Je finirai par donc bonjour la France, je vous salue Marianne, et ces villages qu'on assassine, venez découvrir et acheter ces livres qui sont magnifiques. Merci Monsieur Gonte. Je voudrais juste vous demander quelque chose. Ce petit questionnaire de Proust, vous connaissez ? Oui, je connais. Oui. Alors, votre principal défaut ? Mon principal défaut, je suis, je sais pas, peut-être un peu trop. Je suis un peu trop gentil, quoi. Je suis un peu poire quand même. Hein. Je me laisse un peu souvent avoir, mais bon, en même temps, ça va. Non, qu'est-ce que j'ai ? Mais c'est très difficile de dire soi-même quel est son défaut. C'est pas évident. Hein. Si vous interrogez mes amis ou ex-amis, elles vous parleront peut-être autrement que moi. Le nombre de gens que je peux interviewer et que j'ai pu poser ce questionnaire de Proust, eh ben, il y en a qui ont répondu, mais il y en a qui disaient c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, votre principal trait de caractère ? Trait de caractère, j'aime rendre service, j'aime être utile, voilà, et j'aime faire plaisir. Ça se voit. J'aime faire plaisir. Moi, j'ai besoin du bonheur des autres pour être heureux. Ah ben, écoutez, on a un point commun. Et j'ai une chose aussi, ce que vous appréciez chez vos amis.
La simplicité. La simplicité, être soi-même, Et l'authenticité, comme on dit. C'est-à-dire d'être eux-mêmes, d'être nature. d'être Voilà. nature. Ouais. Votre devise? Oh, j'ai pas vraiment de devise. Moi, non, j'essaye d'être moi-même tout le temps, d'être fidèle à quelques principes comme ça, qui sont de rendre service, d'être utile, de ne pas faire de peine, tu vois. Et puis pour le reste, eh bien, c'est profitons de la vie, quoi. Exactement. Si j'avais une devise, c'est ça. C'est profitons de la vie, sachons goûter et jouir de tout ce que la nature et de tout ce que la France nous offre. Nous offre, exactement. Le don de la nature que justement vous voudriez avoir ou vous avez peut-être déjà? Le don? Le don de la nature que vous auriez voulu avoir ou que vous avez peut-être déjà? Ah, j'aurais aimé avoir la main verte, comme on dit. La main verte? Ah oui, parce que vous voyez, c'est là où je suis aussi un citadin. C'est que j'ai jamais travaillé la terre de mes mains, quoi. J'ai jamais eu, vous voyez, ce contact avec la nature qu'on a quand on vit à la campagne. Moi, je suis né dans des maisons en briques et avec une rue pavée, quoi. Oui. Je suis dans le minéral, je suis pas dans la terre. Et ça me manque. Donc il faudrait qu'on vous invite dans une émission Silence, ça pousse. Exactement, mais je resterai silencieux. Voilà. Dernière question, pour vous le bonheur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est d'abord d'être aimé, je crois. Je crois qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres. Être riche, être en bonne santé, c'est important, bien entendu. Être aimé, ça, c'est l'essentiel. Et c'est de partager des sentiments avec quelqu'un d'autre. Partager, transmettre. De partager et après de transmettre si possible. Ouais. Merci beaucoup, Pierre Beau. Merci d'être venu. On vous dit à très très bientôt. Merci, l'art de lire, c'est du bonheur. Et on continue les interviews. Ciao, ciao, ciao.